73,74 est le taux de réussite au plan national à l'examen du BEPC session de juin 2024. Contre 69,21% de candidats admis l'an dernier, le taux de réussite a connu une augmentation de 4,53%. Au collège d'enseignement général d'Akbakba Centre, quelques candidats ont livré leurs impressions. Selon moi, c'était une bonne chose d'avoir le BPC, car c'est ce que tout le monde veut pour réussir. Et la joie, on ne peut pas le décrire parce que à la veille, là, j'étais stressé. Je ne pouvais pas dormir. Mais quand j'ai réussi les résultats, j'étais content. Tout le monde était présent à la maison quand j'étais arrivé ce soir. Et la joie était là, totale. Vraiment, je suis vraiment très content, ému. J'ai vraiment sauté de joie parce que j'ai vu mon résultat avec mes amis, etc. Et très vraiment heureux. Et vraiment, je remercie vraiment les correcteurs qui n'ont pas eu à faire des erreurs sur ma copie. Je remercie le bon Dieu qui a écouté mes prières, les parents qui ont prié pour moi et tous ceux qui ont voulu que je sois admis. Voilà, tout le monde sautait de joie, etc. Les tantes appelaient, les cousines, les frères, etc. Ils appelaient, ils demandaient et tout le monde criait de joie. Là maintenant, j'aimerais continuer au lycée. Lycée mécanique général. C'est ça que je veux faire maintenant. J'aimerais faire la série C parce que je suis un peu plus fort en maths plus que dans la science que dans la littérature. Donc je préfère faire la série C. Pour le surveillant du dit collège, ce taux de réussite est le fruit d'un travail acharné, de quoi à saluer les autorités compétentes. Mes impressions sont bonnes, dans la mesure où l'enfant ne va pas à l'école, on ne forme pas pour que les enfants échouent. Donc un tel pourcentage, qui est inédit d'ailleurs dans l'histoire du BPC au Bénin, ça doit nous enchanter, ça doit nous encourager, on doit être fiers de nos apprenants, on doit remercier les acteurs à divers niveaux, en commençant par le gouvernement, les administrations des collèges, les professeurs, les apprenants aussi, qui ont rendu ce que les enseignants leur ont donné. C'est une fierté, soit 13,74%. On va encore plus travailler pour aller vers les 100%, tutoyer les 100%. C'est notre idéal. Donc mes impressions sont de joie et d'encouragement surtout à ces candidats qui viennent, de félicitations à ces candidats qui viennent de décrocher leur BPC. Un taux de réussite qui est à mettre à l'actif tant des apprenants que des enseignants et parents d'élèves. Oui, c'est un tout. À commencer d'abord par les mesures prises par les réformes du gouvernement, ensuite les mesures internes prises par les administrations et surtout les enfants aussi savent aujourd'hui qu'ils ont un défi. D'accord, je ne manquerai pas de dire que les parents aussi sont à remercier parce que tous ces acteurs aujourd'hui fonctionnent en synergie et lorsque l'on travaille en synergie, en harmonie, je pense que ça paie toujours. Donc l'augmentation que nous constatons, cette hausse-là n'est simplement due qu'à la synergie d'action entre les acteurs de l'école. Et cela nous permet, n'est-ce pas, cela augure d'un avenir encore plus radieux. Il lance cet appel aux parents des candidats malheureux. On a même appris qu'il y a certains candidats qui se sont suicidés. C'est pour simplement leur dire que ce n'est pas la fin du monde. L'échec est formateur. Dans la vie, on échoue en réalité pas, on apprend. Et les parents doivent les accompagner. Tous les acteurs doivent les accompagner, surtout psychologiquement. Pour les enfants qui sont faibles d'esprit, il faut les accompagner psychologiquement et leur faire comprendre que ce n'est qu'une étape dans la vie, ce n'est qu'une victoire reportée et que l'année prochaine, ça ira. Rappelons que c'est le département du Zou qui vient en tête du classement avec un taux de réussite de 79,36% et celui de l'Alibori qui ferme la marche avec 54,90% de réussite. Entreprendre, c'est une bonne chose, il faut l'avouer. Et lorsque on doit aller sur ce terrain, il faut nécessairement avoir un certain nombre d'aptitudes ou un certain nombre de qualités, je vais dire, parce que n'entreprend pas qui veut. Il y a des étapes quand même à suivre. Et c'est bon, pourquoi? Parce que ça permet d'être libre.
ça permet de mieux s'organiser et d'avoir un plan d'action à soi. Ce n'est pas une obligation, mais on souhaite qu'on prenne par là. Et je le dis souvent, tout le monde ne peut pas entreprendre puisque tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais c'est bien, ça libère. Même avant de parler de la liberté financière, il y a une certaine liberté par rapport à son bien-être et tout ce qui peut accompagner cela. L'entrepreneuriat, naturellement, il y a des difficultés parce qu'il faut se préparer pour ça. On ne va pas à l'entrepreneuriat par accident. Il faut se faire former, il faut connaître un certain nombre de choses. Qui n'a pas, par exemple, les qualités de vendeur ne devrait pas penser à entreprendre. Parce que, quand je le dis, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, parce que le tout ne suffit pas de produire. Lorsque tu produis, il faut avoir les stratégies pour vendre. Je parle ainsi, pourquoi? Parce que c'est vrai, lorsque tu as les moyens pour entreprendre, tu as la possibilité d'engager des leaders, des managers pour quand même t'aider. Mais ça, c'est parce que c'est déjà élargi, et ça, les choses ont évolué. Mais lorsque nous sommes dans un contexte où c'est un début pour quelqu'un, ça veut dire que seul, il doit faire beaucoup de choses. Donc dans ces conditions, c'est un peu compliqué. D'abord, il faut connaître ses qualités. Et en dehors de cela, avoir une idée de ses aptitudes. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on appelle compétences, les diplômes et tout, qu'est-ce qu'on a de particulier, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut faire de façon particulière, exceptionnelle, extraordinaire. Puisque quand on rentre dans ce monde-là, il n'y a pas à vouloir faire comme les autres. Il faut nécessairement se démarquer des autres. Et on le dit souvent, des efforts ordinaires, c'est un résultat ordinaire, mais des efforts extraordinaires, on aura des résultats extraordinaires. Grande fut ma joie à l'annonce de cette organisation. Je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Et sincèrement, ils ont choisi, ils ont fait un bon choix. Puisque quand on parle de la CEDEAO, chez moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que depuis ma naissance, c'est la CEDEAO. La CEDEAO ne fait rien pour l'Afrique de l'Ouest. Et les gens ont décidé de rester à côté pour faire de leur mieux. On ne peut que leur souhaiter du courage. Et moi, je suis heureux, je suis content de cette annonce. Et surtout que Assimi Goïta, le président malien, a pris la dirigeance des choses là. Moi, je suis vraiment content. La CEDEAO, là, ils avaient fait essai. Et c'était des organismes qui ont été créés par des militaires. Moi, je condamne avec la dernière rigueur cette organisation que ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest ont créé. Je parle bien du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je condamne ça. Ils n'ont qu'à vite revenir dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une organisation mère de cette Afrique de l'Ouest qui est en train de perdre son bonhomme de chemin. Cette histoire de coup d'État par-ci, par-là, moi je condamne ça. Vraiment, quand on était ensemble, c'était mieux. 15 pays. Parce qu'on était 16 pays. La Mauritanie est partie, on était 15. Maintenant, les trois pays qui s'en vont, donc on va rester 12. Vraiment, se désintégrer comme ça, et on ne sait même pas. Ah, s'ils ont réussi, c'est bon. Mais s'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils vont droit dans le mur. Souvenez-vous, quels sont les motifs qui ont poussé les trois à se regrouper? Ça fait plus de 15 ans, 20 ans où ils sont attaqués par les soi-disant djihadistes, terroristes, en autre forme de qualification, je dis des groupes de bandits. Et ces trois États, malgré bon gré, se défendent. Quels sont les militaires des pays
des autres pays de la CEDEAO qui ont eu à envoyer leurs militaires et armements pour aller les soutenir. Réfléchissons. Vous allez voir, dans les jours à venir, beaucoup de membres de la CEDEAO vont rejoindre ce groupe-là. Nous sommes là et vous allez observer, beaucoup de gens vont rejoindre ce groupe-là. Puisque c'est des gens en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas négliger le Mali, ni le Niger, le Burkina. Il est bien vrai, c'est des pays sahériens, mais ils ont de richesses. Par exemple, aujourd'hui, c'est le Niger, selon moi, qui nourrit aujourd'hui le Bénin. Si demain, un autre militaire les fait coup d'État, ils vont passer par où? Ces trois pays qui sont des militaires, les mots me manquent même pour les qualifier. Parce que prendre le pays par les armes n'est pas une bonne chose. Puisque aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Un petit Traoré comme ça qui te dit capitaine, il y a les généraux là, et il prend le pouvoir. Assimi Goïta, Tiani aussi. Si on n'arrête pas vite cela, je crois que ce gangrène va embrasser toute l'Afrique de l'Ouest. Et la décision joyeuse là qu'ils ont prise est que tu quittes le Burkina là, tu vas rentrer, tu vas aller au Mali, même sans carte d'identité, sans passeport. Tu quittes le Burkina là, tu iras jusqu'au Mali sans passeport. Il suffit d'avoir tes sous en poche. Mais je demande au président nouvellement du Sénégal de tout faire pour les faire revenir encore au Bakaï. Moi, je vois qu'ils sont en vacances. Ils vont revenir encore à la maison. Ils vont aller se promener. Ils ne trouveront rien. Nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. Nous devons rester ensemble et diriger cette Afrique de l'Ouest. Alors, il faut encore des conférences sur conférences pour qu'on puisse mettre l'Afrique de l'Ouest sur des lignes droites. Histoire de coup d'État, ça n'arrange pas un pays qui veut se développer. Et moi, c'est les civils. Quand ils viennent au pouvoir, ils deviennent Django. Ils arrêtent tout au passage. Ils mettent les gens en prison comme ils veulent. C'est ça qui amène tout ça là aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Entre cours de danse, expositions de mode et spectacles en tout genre, les festivités organisées dans le cadre du festival DAFA au Nigeria ont mis en valeur les diverses danses pratiquées dans le pays. Pour certains participants, le festival de danse et d'art d'Abuja 2024 est un événement extraordinaire et un moyen de cultiver les jeunes artistes tout en les préparant à la scène mondiale. L'événement aide à former de jeunes esprits créatifs en leur donnant l'occasion de s'exprimer sous diverses formes d'art. L'événement crée une communauté continentale qui apportera de la valeur à la nation. Ainsi, lorsqu'elle entre dans l'espace créatif, elle doit être exploitée pour apporter la valeur souhaitée, et c'est ce que fait DAFA. La fondatrice du festival DAFA explique que l'événement de cette année a la particularité d'intégrer la mode dans le style de la danse. Le thème du festival de cette année est mode et fusion. Il s'agit d'intégrer la mode dans une pièce de théâtre intitulée Threads of Destiny, qui met en scène l'acteur de Nollywood Francis Dourou et d'autres esprits créatifs de la ville d'Abuja. L'idée est donc d'intégrer la fusion dans la performance, la musique et la danse. C'est le point fort de DAFA 2024. Certains esprits créatifs présents à l'événement ont déclaré que la marque s'était montrée cohérente et avait apporté son soutien en aidant les jeunes artistes créatifs à se développer et à s'élever. Elle s'est toujours améliorée dans tous les événements de l'année, de sorte qu'il y a quelque chose d'unique qu'elle introduit chaque année. Le thème dit tout. Souvent, la danse est un acte à la mode et dans de nombreux cas, nous ne reflétons pas l'aspect mode de la danse. Donc je suis heureux qu'il le fasse pour que les gens puissent voir le sens de la mode dans la danse en regardant le style et les coutumes. Grâce à cet événement, DAFA a aidé certains artistes à obtenir des parrainages et des invitations à des spectacles et des opportunités sur la scène internationale. À l'occasion d'un voyage dans sa ville natale au Somaliland, Sœur Mo Farah, ambassadeur de Save the Children, a déclaré avoir le cœur brisé au constat de la malnutrition infantile dans cette région autonome autoproclamée du nord-ouest de la Somalie, dévastée par le changement climatique.
L'athlète britannique, spécialiste des courses de fond, a également pu constater de visu les soins vitaux qui redonnent de l'espoir aux familles qui luttent pour la vie de leurs enfants. Dans la ville de Gabilais de son enfance, le quadruple médaillé d'or olympique a rencontré des mères et leurs enfants qui recevaient des soins dans un centre de santé géré par Save the Children. À l'écoute des familles, l'athlète de 41 ans est visiblement affecté par les histoires vécues et racontées par des parents à la merci de l'aide humanitaire. La Somalie est en première ligne de la crise climatique. Des vagues successives de sécheresse et d'inondations ont détruit le bétail et les récoltes. Mo Farah est ambassadeur de Save the Children depuis 2017 et il apporte du soutien via sa fondation. Le Premier ministre éthiopien a rencontré mardi le général Abdel Fattah al-Burhan à Port-Soudan. Abiy Ahmed devient ainsi le premier dirigeant étranger à rendre visite au chef de l'armée soudanaise en guerre contre les forces de soutien rapide. Une visite aux allures de normalisation des relations entre les deux hommes. Le Premier ministre éthiopien ayant par le passé été jugé proche des paramilitaires. L'Éthiopie veut désormais jouer sa partition à la recherche de solutions durables pour la stabilité du Soudan, la crise ayant des effets dans la région. Alors que les initiatives de la communauté internationale en faveur d'une issue pacifique au conflit s'enlisent. La hache de guerre déterrée par les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise depuis le 15 avril 2023 a déjà provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes à l'intérieur du pays et poussé 1,2 million vers les pays voisins. C'est finalement le 16 octobre que débutera le procès de Nosiviwe Mapisa-Ngakula, ancienne présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, poursuivie pour corruption et blanchiment d'argent. Ainsi en a décidé un tribunal de la capitale sud-africaine lors d'une brève audience mardi. L'affaire a été renvoyée dans la foulée devant la haute cour de Pretoria en raison de sa gravité. Nosiviwe Mapisa-Ngakula fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation au titre de la loi contre la corruption et d'une disposition contre le crime organisé en vigueur dans son pays. Il lui est reproché d'avoir sollicité auprès d'un soumissionnaire la somme de 4,5 millions de rand dans le cadre de l'attribution des marchés pour le compte de l'armée sud-africaine. L'ancienne ministre de la Défense aurait reçu de pots de vin s'élevant à 2,1 millions de rand. Une décision de justice pourrait permettre la construction d'un nouveau réservoir pour alimenter le canal de Panama, dont le niveau d'eau est en baisse. Cependant, les gestionnaires de la voie navigable ont estimé lundi que la réalisation du projet pourrait prendre quelques années. La partie construction du projet prendrait environ 3 ou 4 ans. La totalité du projet est estimée à 6 ans. C'est ce que nous avons dans notre calendrier. C'est ce qui a été évalué en termes socio-environnementaux de construction et de remplissage du réservoir. Et il faut encore faire accepter le projet aux populations riveraines. Mais ce qui est important, c'est qu'en plus du canal de Panama, ces réservoirs sont nécessaires pour garantir la fourniture d'eau potable aux Panaméens, ce qui est essentiel pour l'ensemble de la fonction du canal de Panama et du mandat légal qu'il a déjà. La réduction du trafic sur le canal du Panama a perturbé le transport maritime mondial, alors que d'autres voies navigables comme la mer Rouge connaissent des difficultés. C'est un shooting qui fait craquer de nombreux internautes sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Sur les photos, la star de football Messi pose en 2007 avec un bébé. Le nouveau-né n'est nul autre que Lamine Yamal, le jeune attaquant espagnol. Un collègue d'un journal sportif m'appelle à minuit et m'a demandé si cette photo m'appartenait. Je lui ai répondu que c'était la mienne. Il était minuit et j'étais sur le point d'aller me coucher. Je lui ai demandé qui était le bébé et il m'a dit qu'il s'agissait de Lamine Yamal. Je me suis écrié « Quoi ?» et le lendemain, les choses ont pris une tournure inattendue. Il y a 17 ans, les joueurs de Barcelone ont posé avec des enfants et leurs familles pour un calendrier dans le cadre d'une campagne caritative menée par l'UNICEF. Montfort était en charge des séances photos.
C'était difficile. Messi était un homme très introverti et timide. Il avait 18 ans ou 20 ans. Il entre dans le vestiaire et découvre une baignoire en plastique remplie d'eau avec un bébé à l'intérieur. C'était compliqué. Au début, il ne savait pas comment tenir le bébé. La photo oubliée a refait surface après que le père de Yamal l'a postée sur Instagram avec un texte qui prend tout son sens aujourd'hui, le début de deux légendes. Les étoiles s'alignent lorsque Lamine rencontre Messi, mais pas avec le jeune Messi, mais plutôt avec le Messi d'aujourd'hui, 17 ans plus tard, aux côtés du joueur vedette que Yamal semble destiné à devenir. Il s'agit donc d'un tour des étoiles dans lequel les coïncidences et le hasard jouent un rôle très important, tout comme dans le monde de la photographie. Les séances photos se sont déroulées dans le vestiaire des visiteurs au stade Camp Nou de Barcelone à l'automne 2007, alors que Yamal n'avait que quelques mois. En Inde, un centre d'entraînement de haute performance offre des bourses d'études à plus de 800 athlètes dans tout le pays. Proposant des installations et un environnement sportif de pointe, l'Inspire Institute of Sport, IIS, financé par le secteur privé, a été fondé pour aider l'Inde à poursuivre son rêve olympique. C'est une période très excitante pour le sport indien et je me sens très privilégié d'en faire partie en ce moment. Nous avons assisté à un changement, à commencer par Neeraj Chopra qui a remporté une médaille olympique, Avinash Sable qui a concouru avec les Kenyans aux Jeux du Commonwealth. Je pense que les jeunes athlètes indiens sont de plus en plus convaincus qu'ils ne se contentent pas de participer aux grands championnats, mais qu'ils cherchent à concourir et à porter des lauriers à leur pays. Rajdi Warli, l'actuel directeur général de l'IIS, possède une grande expérience de l'entraînement de haut niveau en Afrique du Sud, son pays d'origine, et en Nouvelle-Zélande. Mon attente est ce que nous essayons de vivre chaque jour à l'Inspire Institute of Sport et de créer un environnement d'entraînement quotidien de classe mondiale pour nos gens, nos athlètes et notre personnel, qui leur permettent d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Nous pensons que cela leur permettra de briller sur la scène mondiale, quel que soit le sport qu'ils pratiquent. Grâce à une infrastructure d'entraînement ultra-moderne, les jeunes athlètes de l'IIS espèrent maximiser leur potentiel et le transformer en performances médaillées lors des prochains Jeux olympiques. L'hôpital indonésien de Gaza est devenu le principal établissement médical fonctionnel dans la moitié nord de l'enclave palestinienne. De nombreux centres de santé de la région ont dû fermer depuis qu'Israël intensifie son offensive sur la ville de Gaza. Après la mise hors service de l'hôpital Al-Mahamadani qui dessert une ville tout entière, la ville de Gaza, des dizaines de blessés sont arrivés à l'hôpital indonésien et nous avons reçu environ 80 cas, dont certains ont été admis pour des opérations chirurgicales et d'autres dans des chambres de soins intensifs compte tenu de la pénurie. La situation est catastrophique et n'augure rien de bon. Et si le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs électriques n'est pas fourni, ces blessures entraîneront une mort prématurée. L'hôpital indonésien est débordé. De nombreux blessés continuent d'arriver depuis l'hôpital d'Al-Ali. Des blessés désemparés. Nous ne savons pas où aller. Il n'y a pas de traitement ni de produits de première nécessité. Nous mourrons lentement. Dans l'hôpital indonésien, les gens sont allongés à même le sol. Le bombardement israélien de Bourej dans la bande de Gaza a tué mardi au moins 4 enfants et en a blessé 4 autres, selon les autorités hospitalières.